Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on décortique, on analyse et on commente l'actualité de la semaine. Comme à chaque semaine, un panéliste hors du commun. Cette semaine, le baron de l'information, Monsieur Jules Simard. Mais là, il y a un baron qui a fait une carrière point, là. Actuellement, il est moins actif. Oui, c'est correct, mais tu gardes ton titre de maître de l'information. Ça fait tellement longtemps que tu gravites dans le milieu de l'information. Sais-tu, ça faisait une couple d'années. J'ai commencé là, quand j'ai sorti de l'école. À l'université, j'ai commencé là. Tout le monde me disait « Pourquoi tu t'en vas à Sciences Po? » Ben, je veux être journaliste. Ouais, exactement. C'était une façon... En tout cas. Et j'ai arrêté à un moment donné, puis on a recommencé, puis on a fini avec ça. Et voilà, et là, tu es avec nous. Encore. Oui! De nombreuses années, je l'espère. J'étais au début aussi, il y a 50 ans, de la TV communautaire. Tu vois? On faisait une émission... avec Marie-Paul Villeneuve, qui est... elle travaillait à Presse canadienne, elle est écrivaine aussi. Oui, je connais. Et on faisait des entrevues. J'étais en secondaire 4-5. J'étais en secondaire 5. Et nous faisions les entrevues sur le système politique de l'URSS. J'avais lu une coupe de volume, puis on partait avec ça. C'est correct. Bien, tu sais, on fait un peu la même chose, dans le sens où on peut pas connaître toute l'information pour avoir tout lu, puis il faut réagir. Puis quand on est en politique, comme tu es politologue comme moi, on doit être capable d'analyser rapidement de l'information. C'est plus facile quand tu as un laps de temps historique. Tu sais, dans 10 ans, ça va être facile d'analyser, plus facile d'analyser les conséquences, entre autres, par exemple, des décisions de nos gouvernements face à la COVID. Mais aujourd'hui, ben, c'est moins évident. C'est ça, c'est en plein ça. Hey, US Open Beer Championship. On commence avec une nouvelle des États-Unis. Hein? Le championnat de la bière américaine et la Butineuse, une bière qui est fabriquée ici même au Coureur des Bois de Lebo-Mistassini, a remporté la médaille d'argent. Bravo! Oui. Ça dénote que quand on a décidé on décide de faire des choses, OK? Que ça c'est sur une base individuelle, et peu importe quoi que ce soit, là, dans ce cas-ci, c'est... je me souviens, ça a été une des premières entrevues, je pense, qu'il avait accordé quand ils ont parti la microbrasserie. C'est moi qui l'avais fait avec lui. Et dans ce temps-là, on commençait à mettre nos textes sur Internet. Et ça a été le premier texte où j'ai eu 4000 vues. Hey, c'était le record des records. 4000 vues. Il faut juste à peu près tous les amis d'eux autres qui ont décidé de lire le texte puis de ne pas venir prendre une bière après, mais c'est pas grave. Mais ça dénote que quand tu te mets de l'avant et que tu veux réaliser un rêve, et dans le cas de Louis, c'était réaliser un rêve. Oui, parce qu'il déjà, il brassait pour lui-même. Exactement. Et ça nous permet d'aller à des championnats de cette nature-là. Et on voit aussi que au-delà, tu sais, parce qu'il y a quand même une mode de microbrasserie, il y en a beaucoup. C'est extraordinaire, j'adore cette mode-là, que c'est pas toutes les modes que j'aime autant, mais que au-delà de dire on ouvre une microbrasserie, c'est qu'ils ont un amour réel de la bière, parce que quand tu es là, tu fabriques, tu travailles, puis au bout du compte, tu es reconnu par tes pairs à l'international, c'est parce que tu as mis de l'amour, puis tu as travaillé, puis tu as réfléchi à ce que tu allais faire. Exactement, et ça te permet de faire en sorte que, aujourd'hui, c'est quand même une des entreprises qui, malgré la COVID, et Dieu sait que pendant la COVID, tu vendais peut-être de la bière, mais tu ne vendais pas de la bière dans ta microbrasserie, dans l'établissement. Lui, mais ça permet de faire en sorte que c'est une entreprise qui, aujourd'hui, est assez florissante, malgré la COVID. Oui, puis impliqué dans le milieu aussi, tu sais, les bières, beaucoup, tu sais, peu importe quand il y a quelque chose, un événement, ils sont là, ils sont présents. Je sais pas si tu as eu l'occasion de boire celle qu'il avait faite, c'est 75e, oui, le 75e de la ville de Dolbeau. Et il y avait Dolbeau, ou le centenaire de Mistassini, le 125e de quelque chose. Et il avait fait une bière, honnêtement, là,
Elle était délicieuse. C'est un dommage qu'il ne la reproduit plus parce qu'il l'avait faite juste pour cette occasion-là. Ouais. Et je sais qu'il m'avait dit qu'elle lui avait été redemandée, mais il dit, écoute, on l'avait décidé de la faire. Pour ça. Alors, ceux-là qui ont eu la chance d'y goûter ont été corrects. Ils vont peut-être faire comme Molson dans le temps, quand ils ont vu que la Molson canadienne ne se vendait pas au Québec. Ils ont changé l'étiquette puis ils ont mis Laurentide dessus. Exactement. Exact. Hey, on s'en va à Saint-Thomas-du-Dîme. Au lac à Jim, on sait que Jim McNichol, qui est un Écossais, qui était un prisonnier écossais, qui a débarqué, qui s'est sauvé, puis qui est devenu ami avec les Autochtones, qui est remonté, puis qui a fait sa vie dans le nord du lac Saint-Jean. Et là, on a découvert que le site du lac à Jim, dans le nord, il y avait un grand potentiel possible archéologique. C'est intéressant, ça, quand même, pour une municipalité comme Saint-Thomas? Oui, j'ai eu, dans ma parenté à moi, on avait quelqu'un qui a été un des premiers à bâtir un chalet sur ce qu'on appelle la Pointe-à-Tibiche. OK? Et la Pointe-à-Tibiche, c'est ça. Et la Pointe-à-Tibiche, c'était aussi les Amérindiens qui étaient là. Et je me souviens, mon oncle Anatole, pour ne pas le nommer, mon oncle Anatole avait été très ami avec, effectivement, les Raphaël qui étaient dans ce coin-là. Et ça l'a permis de voir, effectivement, que les Amérindiens avaient une place sur ce territoire-là. Et ils l'ont théoriquement. Encore, ça, elle est reconnue par les tribunaux. Mais, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, quand même intéressant. C'est long, des fois, archéologique, c'est long, mais au bout de ça, est-ce que ça pourrait même offrir un potentiel nouveau à Saint-Thomas? Un touristique, parce qu'on sait que, bon, le lac à Jim est quand même là, et l'été, c'est un endroit de villégiature qui est quasiment autant de personnes qui y demeurent qu'il y a de citoyens et de citoyennes exact. Alors, ça fait en sorte que, oui, il peut y avoir effectivement un potentiel qui peut se découler des recherches qui vont se faire. Bravo. En tout cas, bravo. On a hâte de voir ça. On va suivre ça. Bon, maintenant, je te ramène sur un terrain glissant. On parle d'industrie forestière. Il y a eu l'émission Enquête qui a fait une enquête sur les pratiques forestières. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'aime l'industrie forestière. Je trouve que nos forestiers, les petites compagnies qui vont dans le bois, qui récoltent, etc., font un excellent travail, se sont adaptés, ont des pratiques beaucoup plus environnementales qu'il y avait, mettons, il y a 30 ou 40 ans. Cependant, le blâme, quand tu écoutes le reportage, est beaucoup plus sur la grande entreprise, qui, eux, n'ont pas toujours été très chouettes là, avec... en tout cas, moi, mon rapport avec qu'on parle de Abitibi, Bowater, tous les noms qui ont changé pour appeler finalement Produits forestiers résolus. J'ai un peu de problème avec leur style de gestion, mais c'est une grande entreprise transnationale qui ne font pas pire ou mieux que les autres. Là. C'est quoi ton analyse, toi, de ça? Premièrement, c'est à l'origine de... les lanceurs d'alerte? Les lanceurs d'alerte au niveau, donc, des fonctionnaires qui ont dit, bon, bien écoute, on n'est plus beaucoup pour faire la surveillance au niveau de l'exploitation forestière, d'un. Et de deux, on est... quand on fait quelque chose, on a donné, donc, aux grandes entreprises le soin de se autoréguler en ce qui regarde alors, on a voulu lancer un point... Je te dirais que ça origine en 1900... Je m'excuse de faire de l'histoire aujourd'hui, là. Mais, c'est correct, on est là pour discuter. Quand, là, on a eu, à un moment donné, la question du caribou forestier et qu'on a eu un candidat qui avait dit il n'y aura pas de perte d'emploi à cause des caribous forestiers. Mm-hmm. Depuis ce temps-là, OK, ce que là, on a assisté, c'est non pas le retrait en soi de tout le ministère sur la gestion de la forêt, mais on a laissé peut-être davantage de place parce qu'il fallait faire des aires protégées et ces choses-là. Donc, on a permis aux compagnies forestières d'aller couper le bois avant qu'on déclare ces aires protégées-là. Alors ça l'a amené, effectivement, grouillez-vous parce qu'il faut qu'on donne une réponse au fédéral
rapidement, ça sera toujours la question des 2 juridictions, mais ça, c'est un autre débat, OK? Mais ça fait en sorte que depuis ce temps-là, oui, on a assisté, on dirait, à un retrait. Je me souviens toujours de certaines envolées de la part de Denis Trottier en Chambre sur la question, effectivement, de la gestion forestière. Je ne sais pas COVID. C'est parce que je parle moins. On a assisté donc avec ce que Denis indiquait, faisait ses sorties, au fait que le gouvernement libéral a été un gouvernement qui a permis à la grande entreprise d'y aller. OK? Oui, tu vas respecter le nombre de mètres cubes que je te donne, mais tu t'organises. OK? Et on a assisté aussi à de la compression au niveau de la fonction publique. Donc, on a eu moins de monde qui s'occupait, fait le suivi. Je pense que tout ça a originé de ça. Il y a eu un cri qui est lancé par des fonctionnaires qui dit, écoute, on n'a plus le temps et on ne peut plus faire ce pourquoi on nous a embauchés. Et je pense que ça l'a originé, et ça a effectivement des conséquences sur ce Moi, j'écoutais une entrevue avec justement les gens qui travaillent, qui sont ingénieurs forestiers, puis qui ont été lanceurs d'alerte, puis qui racontent que souvent, quand ils émettent des recommandations, le politique n'en tient pas compte. Et que le seul pouvoir ultime qu'ils ont, c'est de ne pas signer les documents. Et là, ça a l'air qu'on serait surpris de voir le nombre de documents qui ne sont pas signés par les ingénieurs forestiers, parce que c'est le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de ne pas mettre leur aval là-dessus, parce que de toute façon, le gouvernement va faire ce qu'il veut. Ouais. Et on sait que les gouvernements libéraux, caquistes, nichent un peu dans les zones des grandes entreprises. Exact. C'est un peu là-dessus là, que je pense que c'est là que... Parce que sur la pratique elle-même, OK, sur l'exploitation forestière, les méthodes aujourd'hui utilisées, puis toutes ces choses-là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'amélioration. OK. Et, tu sais, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations parce que, collectivement, on a voulu qu'il y ait ces améliorations-là. Oui. Parce que ces grandes entreprises-là, ils font toujours la même chose. Le profit est privé, mais quand c'est déficitaire, ça devient public. Exact. Et c'est nous qui devons investir pour leur permettre de devenir environnemental. Et ça, moi, j'en ai un peu ras le cul. Oui, ça, c'est effectivement... Et c'est pas juste dans la question de l'industrie forestière. Non, je prenais hier soir Alstom qui a acheté Bombardier, OK? Tu sais, Bombardier, le gouvernement du Québec, il disait « Ah, vendez-les, coudonc, on est tanné de mettre de l'argent. » Là, on vient de donner une énorme subvention pour permettre le maintien de 300 ans. Voilà. Ceci étant dit, tu as le même phénomène au niveau de la forêt. Là-dessus, on attend que le problème devienne assez grave, qui fait en sorte que, oui, tu as de la perte d'emploi. Bon, mais là, il faudrait peut-être qu'on investisse pour pouvoir... Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a dû améliorer les pratiques forestières. Parce que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup Mais je pense que c'est beaucoup les gens qui récoltent la forêt, qui sont dans le bois, mais c'est pas la grande entreprise là, qui a modifié... Fait que c'est pour ça Asto a donné quand même les directives que le ministère veut faire. Tu te dois de respecter quand même. Oui, mais maintenant, ils s'auto-règlent. Ils s'auto-régulent. Le problème est là. Ouais. C'est que tu ne permets plus... Actuellement, tu ne permets pas. Tu n'as pas la possibilité que les fonctionnaires jouent leur rôle de surveillance des pratiques forestières, parce qu'ils ne sont pas assez pour le faire, puis ils ne sont pas assez sur le terrain. Je prenais, entre autres, celle qui était la retraitée, là, qui a parlé à visage découvert. Il a dit, écoute, ça va péter quelque part. Ça va péter quelque part. J'ai eu un peu un malaise, moi, avec la prise de position de certaines personnes qui ont un peu défendu l'industrie forestière. Puis je pense qu'il faut la défendre sur les petites entreprises qui sont sur le terrain. Mais défendre la grande entreprise forestière qui n'a pas été très chouette avec les milieux depuis de nombreuses années, j'ai eu un certain malaise, moi, personnellement. En tout cas, le reportage a eu au moins le gros phénomène de faire en sorte qu'on a eu une prise de conscience qu'il y a quelque chose, là, tu sais, la forêt, là, c'est bien beau, là, c'est quand même beaucoup d'emplois là, au Québec. Ici, chez nous, c'est fondamentalement notre raison d'être quasiment. Oui, ça fait en sorte que
faut que tu prennes conscience. Mais moi, où j'accroche quand même, je trouve ça quand même un peu dommage. Pas pour la presse, parce que la personne qui a fait ça est une journaliste d'ici, là, oui. au Nouvelle-Angleterre. Donc, elle est quand même au fait de ce qui se passe. Mais tu sais, il restera toujours que le plateau... La récupération par les grandes villes de ces enjeux-là qu'ils ne connaissent pas. Ben, non seulement... l'environnement. Ouais, c'est qui l'arrête, le maudit 2x4? Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais il reste qu'à la base, il y a une problématique locale qui dure depuis longtemps, puis on se ferme les yeux parce que ça nous crée de l'emploi, puis on est content de les avoir, ces emplois-là. Mais est-ce qu'on pourrait réguler ça de manière plus saine et plus juste? Moi, je pense aussi que oui. Et surtout avoir des retombées collectives. Les retombées collectives, quand tu as un droit de couple, les crédits de droit de couple, là, hein? Ils se autorégulent aussi. OK? Alors, c'est c'est quand même de l'argent à nous. J'aurais aimé ça entendre le forestier en chef là-dessus. Ah oui, on a un forestier en chef. Hein? Qui a parlé. Oui. Il a parlé de sa retraite, là. Oui. Qui, lui aussi, se trouvait... moi, ce que j'ai pris du bout de l'entrevue, et effectivement, il disait que... Mais tu sais, dans le sens où lui, il est là depuis longtemps. C'est Denis Trottier qui l'avait d'ailleurs amené ici. Puis c'était une bonne idée, mais sauf que moi, je trouve qu'il ne met pas souvent son pied à terre pour sortir, pour parler. C'est aussi... Ça fait partie de son mandat. En tout cas, on en a probablement parlé assez. Ah, ça, c'est qui est là? Ouais. Hébergement pour hommes en difficulté. Des bonnes nouvelles. Hein? 2 nouvelles maisons oxygènes qui vont voir le jour d'ici 2022. On parle de Robertval, on parle de Dolbeau-Mistassini. Il y en a une qui a été faite à Alma, je pense que c'est cette année ou l'année dernière. Je pense que c'est un besoin criant, on le voit, là, tu sais, en plus avec la pandémie, on a eu, c'est 5 féminicides dans les derniers mois, tu sais. Et je dis bravo à ces initiatives-là et j'incite les hommes aussi à demander de l'aide, hein, à pas oser, à pas avoir peur de demander de l'aide. Et tu m'amènes un élément de réflexion. J'ai écouté cette semaine, c'était donc la journée de la femme qui est... Oui, la 8 de mars. Des droits des femmes, pas la journée de la femme. Oui, excuse-moi. Non, mais indépendamment de ça, c'est pas ça. Ça m'a amené à réfléchir que cette semaine, tu as eu beaucoup d'informations qui sont venues sur justement ce qui est fait aux droits des femmes, ce qui est fait. Je regarde avec les salaires, quand tu dis qu'encore la loi sur l'équité salariale, c'est à la fin des années 90. Puis on a encore des différences de l'ordre de 15 à 20 dans les hauts emplois, je ne te parle pas des petits emplois. Les petits emplois, c'est épouvantable. Mais on dirait qu'on ne fait pas de chemin. Tu comprends? D'une initiative, comme tu dis là, oui, regarde, tu as beaucoup de publicité actuellement aussi qui se fait sur la violence faite aux femmes. Moi, que je ne comprends pas, c'est quoi qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il faut vivre avec ça? Ou il faut faire quelque chose pour pas que ça se produise? Est-ce que c'est peut-être des initiatives de cette nature-là qui peuvent se faire? Tu n'aimeras pas le mot que je vais dire, mais c'est parce que c'est systémique depuis tellement longtemps. Et la religion et le patriarcat, toujours. Fait que c'est des marches qui sont difficiles à monter parce que on était tellement habitués comme ça c'est que plus que systémique, c'est culturel. Bien, culturel, systémique. Ça devient que c'est intégré et ces changements-là sont essentiels. Parce qu'en plus, ici, les femmes ont encore beaucoup de combats à gagner, mais en ont gagné déjà quelques-uns. Quand on compare à ce qui se passe, mettons, en Afrique, aux États-Unis, en Russie, là, tu fais... Attendez, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de combats à mener sur toute la planète, là. Exact. Et c'est sûr qu'à ce moment-ci de l'année, on y réfléchit peut-être davantage parce que c'est à cause justement de la Journée des droits de la femme qui a le cours. Mais il faut je pense qu'il faudrait qu'on se sensibilise davantage au niveau quotidien juste une fois par année sur ce phénomène-là. De quoi on a peur à pas amener cette équité-là, tu sais? J'ai de la misère à comprendre. C'est comme, c'est la nature même, là, c'est l'égalité entre chaque personne.
T'en parles à n'importe qui. Tout le monde dit, ben oui, je suis pour l'égalité. Mais pourquoi en pratique, on n'est pas capable d'y arriver? C'est parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, là. Oui, mais le système économique aussi fait en sorte que tu as toujours besoin de faire quelque chose au moindre coût. Hein? Or, si tu as la chance de ne pas avoir à payer ton salaire, un salaire très élevé, tu t'organises pour le faire. Et, tu sais, je sais que je deviens peut-être davantage socialiste en vieillissant, mais... Si look Bernie Sanders. mais ça fait en sorte qu'on dirait que le système lui-même, il faudrait qu'on y revoie des choses. Tu sais, moi, je disais au début de la COVID, on a peut-être la chance de changer les balises du système capitaliste avec ce qui nous arrive actuellement. Et, bon, on ne le fait pas, mais on essaye de le perpétuer. Mais on aurait peut-être avantage à regarder d'avant. Tu sais, ça fait... De comprendre ça aussi comme un combat global, intersectionnel, ouais. Parce que faut pas oublier tu sais, que la pauvreté, en majorité, des gens plus pauvres, c'est des femmes. Dans le sens où c'est un combat qui n'est pas juste le droit des femmes, mais c'est la lutte de la pauvreté au niveau du racisme, au niveau, religieux, culturel. Il y a beaucoup de combats qu'on doit mettre ensemble puis mener un seul combat. Là, j'ai l'impression qu'on est tellement dispersés sur une multitude de combats que finalement, on gagne des petites batailles, mais si on se mettait tous ensemble, tu sais, c'est comme quand on va manifester, là. Tu peux faire 500 manifestations à 12 en avant du bureau du député, il ne se passera pas grand-chose. Mais si on se levait un matin et on était 1 million en face du Parlement, je pense que le lendemain, il se brassera quelque chose. Oui, il y a eu quand même les jeunes en fin de semaine qui sont allés manifester pour avoir... tu sais, je regarde... Je pense que c'est quand même réalisable, collectivement, de faire ce que tu dis. Regarde, on le fait actuellement. Il y a eu un gouvernement, des gouvernements qui ont dit, écoutez, là, on met le Québec sur pause. Et ça voulait dire plus d'économie, tu restes chez vous, tu voyages plus, Collectivement, on a fait une action qui est contraire à tout ce qui... Absolument. Et on fait un la peur de la mort. Oui, mais tu comprends? Je veux dire, ça prend toujours une claque sur la tête, une claque sur les mains pour pouvoir être capable de faire quelque chose. Mais je pense que si on se disait, écoute, demain matin, là, il faut qu'on fasse en sorte que la violence faite aux femmes, là, ça s'arrête, ça, là. Est-ce que c'est en faisant des lois où est-ce qu'on pénalise davantage les actes qui sont répréhensibles, que ce soit viol, que ce soit tout? Est-ce qu'on fait quelque chose dans ce sens-là? Est-ce qu'on coupe les engins de tous les mâles qui sont... Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des actions comme ça qui peuvent se mener, mais ça va prendre un gouvernement qui va dire, écoutez, là, c'est ça maintenant, là, la directive qu'il faut faire. Ça prendra peut-être une femme première ministre, ça prendra peut-être une sensibilité différente. Moi, ce que je trouve le plus triste de notre discussion, là, c'est qu'on est deux hommes blancs privilégiés dans la vie à quelque part à discuter de ça. Puis c'est souvent ça qui se passe. Fait qu'il faudrait, je pense, être davantage à l'écoute. C'est ça. Fait que je me tape sur la tête tout ça. Oui, effectivement. Mais non, en tout cas. Mais c'est pas facile. On a parti la discussion avec les résidences pour les maisons d'hébergement. Je pense que ce sont quand même de petites actions qui peuvent faire en sorte que quand un homme veut se faire aider, qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir cette aide-là. Et on en a besoin. C'est un petit acte. Ouais. Hey, une très bonne nouvelle pour moi, en tout cas, je trouve. Un regroupement des cégeps de région. Vous ne pouvez pas savoir comment, pour moi, c'est essentiel, parce que la réalité des cégeps, moi je suis prof au cégep aussi, c'est que souvent, on a des revendications, on a des intérêts, mais on est noyé dans l'ensemble du réseau collégial, où la majorité des cégeps sont dans des grandes villes et ils n'ont vraiment pas les mêmes réalités que les cégeps ici. Et là, je suis tellement content que nos 4 cégeps de région, avec 8 autres établissements à travers le Québec, en Abitibi, Gaspésie, etc.,
se regroupent pour être capables d'avoir un certain poids pour dire, attendez, là, nous, là, on a des problèmes de recrutement, vous en avez pas. On peut-tu en parler pareil parce que nous, on existe. Puis moi, tu le sais, je suis pour la décentralisation, je suis très régionaliste. Je suis content, en fait, qu'on se prenne en main puis que les régions se prennent en main face au poids éléphantesque que les grandes villes ont dans ces débats-là où finalement, bien, on est tout le temps comme rien qu'un grain de sable là, où on prend la parole, on fait semblant de nous écouter, mais il ne se passe jamais rien pour les cégeps de région. Vraiment, vraiment heureux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas. Oui, là, on est les premiers balbutiements. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça se peut que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Mais je disais que ça fait quand même un an que les discussions étaient entamées là-dessus et puis qu'il y avait déjà des rencontres là, un peu qui se faisaient pour pouvoir être... Et je disais entre autres que, bon, il y a 25 000 places dans ces cégeps-là qui pourraient être disponibles. Actuellement, il y en a 16 000 qui sont occupés. Donc, il y a un manque à gagner de 9 000 pour les cégeps. À Montréal, on est en surplus. On est en surplus d'étudiants. On manque de place pour accueillir les étudiants. Et ce qu'on dit, bon, bien, on pourrait-tu mettre ensemble une forme de mécanisme qui ferait en sorte que ces 9 000 places-là, au lieu de réinvestir dans du bâtiment, de pouvoir être en mesure de pouvoir les envoyer dans des bâtiments qui peuvent et qui sont adéquats pour les accueillir. Ça obligerait peut-être à des changements au niveau des... pas des orientations, mais ce que tu as comme... voyons, je suis rendu que je perds mes mots. Une concentration en technologie des médias. Oui, donc, une spécialité. Ça obligerait peut-être qu'une spécialité qui est à Montréal, ou ce que tu as trop d'étudiants qui est dedans, bon, bien, peut-être que le cégep de Saint-Félicien pourrait les accueillir. Donc, mais là, tu aurais un transfert d'individus, de connaissances, parce que l'endroit, elle est là, la place, elle est là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça, il y a peut-être des mécanismes qui peuvent peut-être se mettre de l'avant. Parce que ça devient frustrant, parce que quand tu veux changer des choses dans tes établissements où ben, tu es tout le temps confronté à ça, tu sais, l'espèce de ministère d'éducation qui est un mammouth d'un côté, qui impose ses affaires, puis les cégeps sont un peu pris avec ça. Puis de l'autre côté, ben, tu sais, même syndicalement, là, je veux dire, notre syndicat, mettons, au cégep, il fait une très bonne job. Mais quand on a des revendications nationales, on est noyé dans aussi toutes les revendications. Donc, on n'est rien face à l'ensemble du poids du syndicat qui est aussi basé à Montréal puis qui gère pour l'ensemble. Fait que on est pris un peu là-dedans. J'espère qu'il va y avoir une écoute. Ben, parce que tu comprends, si, oui, tu fais ça, puis que tu n'as pas nécessairement d'écoute du décideur, ou entre autres qu'il y a le ministère ou ces choses-là, ça peut peut-être être un exercice. Où est-ce que tu mets tes frustrations qui passent, là, mais il ne faut pas que ça soit ça. Il ne faut pas que ça ait un exécutoire. Il faut que ça soit véritablement une façon de dire en sorte, voilà la solution, si nous voulons tenir compte, par rapport à ça, si on veut tenir compte de notre réalité, ça serait de passer de cette façon-là. Et j'espère, puis je pense qu'à 12, ils vont avoir un meilleur poids ou une incidence plus grande qu'avant, quand il prenait la parole, il faisait quasiment pitié, là. Je veux dire, bon, on t'écoute, on t'a 2 minutes, vas-y, à la fin, c'est pas grave, tu sais, veux pas quand on passe au vote, on est 10 fois plus. Exactement. On va passer ce qu'on veut. Oui, en tout cas, je suis bien... Non, c'est une bonne initiative. On reste dans l'éducation. Alexandre Cloutier est nommé à la tête d'un comité d'experts sur la liberté académique. On sait que depuis les événements de l'Université d'Ottawa, on en parle. C'est un sujet sensible, puis je suis content, on en parle. Il y a un dialogue. Je ne sais pas si c'est par le politique qu'on va régler ça. Tu sais, je ne suis pas toujours friand, moi, des projets de loi où on va mettre une barrière très claire. Mais j'espère que ça va susciter le dialogue entre la sensibilité des uns et l'importance d'avoir une liberté académique pour enseigner. Je ne sais pas. Oui. Il faut qu'il y ait plus qu'un débat là-dessus. Il faut qu'il y ait... Puis je suis d'accord avec toi, là, c'est pas une loi qui va faire peur. C'est pas faire non. C'est d'amener une discussion. C'est que l'on puisse être en mesure de se dire, voilà, avec ce qui existe actuellement, et oublie pas que, pour moi, la liberté d'expression va toujours demeurer
peu importe à quel escient on l'a fait, mais un phénomène qu'il faut Oui, conserver. mais sauf que là, on met liberté d'expression avec dignité, mais les deux sont importants. Tu sais. Exact, oui. Mais par contre, l'élément de la dignité, on a peut-être moins de choses collectivement sur lesquelles on a réfléchi et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on puisse y avoir ce respect-là. Donc, tu comprends, il faut qu'il y ait, oui, un échange sur c'est quoi là, la question de la dignité, c'est quoi exactement, et puis parce que là, c'est très polarisé. Quand plus on est polarisé, moins on a de dialogue, moins on a de débat, moins on trouve des solutions. Là, on s'enferme dans des... Et l'autre problème, selon moi, c'est que les institutions scolaires ils font beaucoup trop de clientélisme, mais est-ce qu'ils ont le choix de faire autrement? Parce que c'est comme ça qu'ils financent leur institution. C'est financé par tête de pipe. Ben non, mais c'est ça. Sauf que ça amène une problématique claire, le clientélisme des institutions. Exactement. Au moins, il y a une action là, qui se fait en ce sens-là. Et il faut il faut que ça se passe, il faut qu'on ait un échange pour pouvoir en arriver à une solution là-dessus. Ouais. Hey, on s'en va à la pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. J'ai l'air de quoi? Je suis ton chum, c'est moi qui devrais être ton confident. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même, en plus. Ben voyons donc, Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu le sais que je peux pas te faire Confiance! T'essayes toujours de me provoquer. Mon amour, Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi même, c'est fini, ça. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Et on est de retour. J'espère que la pause a été profitable pour vous. Un petit tour aux toilettes, un petit café et on est reparti avec l'actualité. Aujourd'hui, donc quand vous écoutez l'émission, c'est la semaine dernière, le BAP dépose son rapport sur le projet GNL Québec. Et en même temps, par hasard, GNL annonce qu'il y a des investissements de 2 millions, ce qui est une goutte là, dans le 14 milliards, d'investisseurs locaux qui croient au projet. Tu t'attends à quoi? Le ministre a 2 semaines pour dévoiler, 15 jours en fait, pour dévoiler les résultats. Tu t'attends à quoi? Moi, l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement a déjà choisi son camp. Bien, en tout cas, dans les paroles, j'ai hâte de voir ce que le rapport du BAP va dire, mais j'ai l'impression que le gouvernement a depuis longtemps choisi où il veut aller camper. Bien, ça m'apparaît, moi aussi, là, à ce niveau-là. Les signaux ont été clairs de par les ministres qui sont sur la question. On veut que ce genre de... Quels vont être les résultats, d'ailleurs? Bien, là, au niveau du BAP, ma remarque, je disais que c'est sûr, il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été données, des mémoires contre, beaucoup plus que les mémoires pour.
bon, je pense pas que la question du nombre soit, à ce moment-ci, l'élément qui va faire pencher le BAP de telle et telle façon. C'est beaucoup plus sur l'argumentaire de base et les conséquences directes qui peuvent y avoir sur l'environnement. Il reste que sur la question de l'accessibilité, pas de l'accessibilité, mais de l'acceptation sociale, ça demeure un critère important. Et ça, on n'a pas pu voir, même si tu te ramasses avec un paquet de mémoires qui sont contre, on n'a pas pu voir exactement, je pense, de mesurer cette question d'accès. Ceux qui sont vraiment mieux organisés que ceux qui sont pas. Ça, c'est évident. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point, dans la décision du BAP, ça va entrer en ligne de compte, qu'est-ce qui va être, ou si on va s'en tenir exclusivement à des considérations très techniques sur ce que ça va avoir comme conséquence sur la question de l'environnement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, au niveau du gouvernement, c'est sûr que peu importe ce que le BAP va dire, le gouvernement va pouvoir prendre aussi sa décision. Et c'est sûr que tu es mieux de tenir compte. Tu es mieux de tenir compte habituellement de ce que ton BAP dit, mais ça te donne la possibilité. Ça ne serait pas le premier rapport du BAP enterré sous des déchets. Exactement. C'est à suivre à ce niveau-là. Ça peut avoir... Je pense qu'on ne peut pas nier. Maintenant, s'il se réalise, parce que là, actuellement, là, les paquets de milliards qui ont besoin là, pour pouvoir réaliser ce projet-là, ils ne sont plus là. Moi, c'est ma grande peur. C'est qu'à un moment donné, le gouvernement fasse go, puis là, finalement, il va falloir quoi? Investir de l'argent pour que ça marche? Exactement. C'est là, je pense qu'il faut être à l'affût. Je pense que l'acceptabilité sociale dans ce contexte-là, ça pourrait dire « Ouais, OK, mais de l'argent privé, OK, nous, on ne veut pas l'argent public là-dedans. » Il va quand même y en avoir, parce qu'il faut probablement déjà, le rapport du BAP, c'est de l'argent public. Ben oui, et fort probablement qu'il y a des projets qui, là-dedans, vont être mis, qui peuvent entrer dans des programmes existants. Ils vont certainement s'organiser pour rentrer dans un programme existant. Certainement. OK. Bilinguisme chez les juges. Là, on a comme deux versions. Mais on va rattacher ça avec la réforme de la loi 101, parce que c'est un grand dossier sur la langue. Mais là, ce qu'on voit, en tout cas, chez les juges, c'est que le ministre dit non, les juges au Québec doivent être bilingues. Et du côté des juges, je fais non, ça, c'est à nous de choisir par rapport aux langues de travail, parce que ça fait partie de nos mandats. Donc là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, puis j'ai un peu de la misère à me retrouver là-dedans. Là, on est dans des notions bien techniques de législation. Et en même temps, bien là, s'en vient la réforme de la loi 101. Est-ce qu'il faut être content, espérer? Est-ce que ça va être encore un coup d'épée dans l'eau? C'est quoi ton analyse? C'est quoi qu'on a comme idée avec la réforme de la loi 101? Est-ce que c'est pour permettre que c'est cosmétique. il ne faudrait pas que ça c'est ça. Ben non. Parce que là, actuellement, là, le problème, là, OK? Je prenais un reportage hier soir de 2 jeunes filles dans la vingtaine qui ont été obligées de retourner à l'école pour pouvoir aller chercher des nouvelles qualifications pour entrer sur le marché du travail. Et ils ont réussi haut la main. Ils ne sont pas capables d'avoir le job. Tu parles pas anglais? Exact. À Montréal? Ça, là, oui. Mais ça, là, le vrai problème, il est là. Bon, bien là, si ta loi 101 est encore permissive sur la question de faire en sorte que la langue de communication et l'anglais et le français, mais surtout l'anglais, là, ta loi, tu ne fais pas de rien avec la loi 101. Là. Il faut qu'elle soit... Il faut que la loi 101, s'ils refont une réforme, il faut qu'elle soit encore davantage orientée sur le fait que le français est la langue plus qu'officielle, c'est la langue de tous les groupes et partout. Et partout. Et ça, là, il faut qu'on... Ouais, je sais, on va m'amener avec la question des droits des anglophones puis tout. Écoute, là... Moi, je veux t'amener. La question, c'est, il faut qu'on soit en mesure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu connaisses l'anglais de base, être capable de, pas de communiquer, mais au moins de comprendre des choses au niveau de l'anglais, mais ça veut dire que quand tu communiques... Je reviendrai toujours avec la même idée. Il y a 2 ans,
Je suis à Montréal, dans un quartier où est-ce que ma fille et mon gendre sont installés pour... On va faire un tour, puis tout ça. Là, il faut aller chercher de la pizza en bas. Juste en bas, là, il y a un magasin, un restaurant. Hey! J'ai pas été capable de me faire servir en français. Il y avait 6 personnes à l'intérieur du snack bar. OK, les 6 personnes, c'était des travailleurs, puis il n'y avait pas d'autres personnes à part moi comme client, puis avec mon gendre. On n'a pas été capable. Il n'y avait pas personne qui parlait français. Hey, ça, là, moi les 2 bras m'ont tombé. J'ai dit, coudonc, je vis où, là, moi, là? Je savais pas cette réalité-là, parce qu'ici, on n'a pas ce problème-là. Nous, on n'a pas ce problème. Là, je décolle une analyse là, un peu à brûle pour point. J'ai relu dernièrement les textes de Gaston Miron, pas sa poésie, mais les textes qu'il a écrits, ses textes plus politiques. Puis il a mis le doigt sur quelque chose et j'ai fait, mais il n'y a pas tort. Dans ce sens où on a toujours un peu regardé la langue anglaise comme une langue supérieure. L'important, depuis qu'on est petit, là, on se fait dire « C'est important que tu saches ton anglais, il faut que tu saches ton anglais. » Moi, quand ma sœur allait à l'école, elle a commencé à faire de l'anglais au secondaire. Moi, j'ai commencé en 6e année. Ma fille, elle commence en première année. Non, mais c'est ça, à cette heure. Donc, on est un peu en mode à plat ventriste devant cette langue. Puis je comprends pourquoi langue des affaires, langue du voyage, une langue hyper utile, qui est un bel outil, là, surtout en Amérique du Nord. Mais on dirait qu'on manque de fierté par rapport à notre langue parce qu'on la considère de manière systémique comme inférieure. Là, le monde ne le capotait pas. Là. On dit pas « Oh, ma langue ». Non, mais historiquement, avec les générations, on a comme fait « Non, il faut apprendre l'anglais, fait qu'on valorise beaucoup parler en anglais, mais pas tellement de maîtriser parler en français. Bon, on le voit sur les réseaux sociaux, là. Mon Dieu Seigneur, écrire en 4 mots en français, correct, puis je fais des fautes aussi, des fois ça m'arrive, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y en a où là, ça n'a plus de sens. Il y a des gens que je connais que ça fait genre 14 fois que je le dis. Non, C-A, pas S-A. Exact. Oui. Oui, il y a ce phénomène-là. Est-ce que c'est fort probablement une législation plus forte encore? Parce que je me souviens que le débat, c'est la loi 101. Tu avais eu la loi 69, les années 60, la loi 70, le Bill 70. Tu as eu aussi, et tu as eu la loi 101 avec Camille Lorrain. Et quand il était... Puis Camille Lorrain, là, la loi 101, là, c'était beaucoup plus sévère que ce qui a été adopté. Oui, mais c'est la Charte des droits et libertés qui l'a charcuté. Oui. Mais on la charcute toujours quand c'est... donc, ça par rapport au Québec, mais quand c'est les communautés francophones au Canada qui, eux, ont besoin de services en français, là, il se passe comme jamais rien. La majorité a raison. La loi du nombre qui entre en ligne de compte. Non, j'espère que ça ne sera pas cosmétique, l'affaire de la réforme de la loi 101. Et j'espère que ça va permettre au moins de redonner, parce que c'est ça qu'il faut faire, redonner la place importante que doit avoir la langue française au Québec. Le jour où est-ce qu'on va le jour où on va la laisser aller, là, OK, on ne sera plus des Québécois. On ne sera plus un peuple qui, au niveau du Québec, au niveau de l'Amérique du Nord, est distinct, et là, je ne veux pas reprendre la société distincte de notre ami, mais est distinct de l'ensemble de la majorité. On a voulu être ce que nous sommes, et le jour où est-ce qu'on va continuer de laisser aller notre langue française, notre façon de s'exprimer... On va devenir la nouvelle Louisiane. Exactement. Donc, tu ne deviendras plus ce que tu es. Tu vas devenir un American, et je ne veux pas être un American. Je suis désolé. C'est beau ce que tu dis, j'aime ça. Aide médicale à mourir. Oui. Là, ça fait longtemps qu'on se renvoie la balle, Sénat, tout ça a été obligé au fédéral parce qu'ici, on a fait une belle job au Québec, Véronique Yvon en tête avec la loi sur l'aide médicale à mourir. Ça a donc bien l'air compliqué au fédéral. Et là, il y a comme une proposition de mettre le bâillon pour passer ce qui est particulier, parce que d'habitude, on décrit ça, mais là, de faire... Bon, on va-tu finir par finir? C'est le Bloc québécois qui a lancé cette idée-là.
Et le gouvernement libéral a l'air bien content qu'on y enlève un peu... Qu'on y permette d'avancer, en fait. Ouais, donc, ça va pouvoir permettre au gouvernement de savoir est-ce que la monarchie est encore bonne au Québec, au Canada. Mais en tout cas, on n'en est pas là. On parle de l'aide médicale à mourir. On ne parle pas de la mort de la monarchie. Mais indépendamment de ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une fin de débat sur cette question-là et qu'on puisse être capable de se dire, collectivement, nous pouvons permettre à quelqu'un qui est en fin de vie et qui ne reviendra pas et qui souffre de pouvoir. Qui peut l'avoir? Est-ce que c'est la maladie mentale? Parce que je pense que c'est aussi au cœur du débat en ce qui regarde cette chose-là. Quelqu'un qui souffre, et qui souffre parce que tu le maintiens. En tout cas, moi, je pense qu'il faut peut-être regarder ça. Et puis qu'on puisse... Est-ce que le bâillon peut être la solution? C'est fort probablement une solution. Au moins, on aurait une loi. Maintenant, cette loi-là ne serait peut-être pas complète et entière. Il faudrait peut-être la reviser. D'ailleurs, il faut que les lois soient révisées de temps en temps aussi. Oui, c'est donc, c'est dans ce sens-là. Oui, il faudrait peut-être qu'on arrête là, Ça ne devient plus, là, actuellement, parce que ce que ça va se passer, là, c'est que les gens là, vont se faire mourir. Ah, mais non, mais clairement. Et c'est, au lieu d'avoir une aide médicale à mourir, je vais me laisser mourir. Donc, je refuse les traitements, donc je refuse ci, je refuse ça. Et, on ne se retrouve pas plus avancé comme ça. Non, on ne se retrouvera pas plus avancé et on va faire en sorte que des gens vont souffrir pour souffrir. Et ça, souffrir pour souffrir, je pense que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va aller du côté de l'armée canadienne parce que quand on a parlé de ce qui s'est passé, Jonathan Vance, tout ça, les dernières semaines, moi, ma proposition était claire. Nommons une femme à la tête de l'armée canadienne. Écoute, on m'a écouté. On ne l'a pas à la tête, mais la deuxième personne la plus importante de l'armée, maintenant une femme, France Halland. Et puis, sauf que là, on continue de sortir des histoires. Beaucoup de squelettes dans le placard à ce niveau-là. Une culture qui mérite d'être changée. Ça prendrait d'ailleurs, encore là, on en parlait tantôt avec l'industrie forestière, là, mais tu sais, quand c'est toi qui mets tes propres règles et puis qui analyse tes propres plaintes, d'ailleurs, la personne qui analyse les plaintes a eu des plaintes. Elle-même a eu des plaintes. C'est compliqué, hein, mais je ne sais plus trop quoi penser parce que ça... Moi j'inscris ça là, dans le centre de tous les débats qui ont eu lieu cette semaine au niveau national, au niveau même local, puis au niveau des féminicides. Puis tout ça, là, on dirait que tout ça entre en ligne de compte. Ouais. Et ce qu'on oublie, là, c'est la condition des femmes. Oui. C'est ça qu'on oublie, carrément. Et c'est là qu'il faut aller travailler. C'est là qu'il faut aller travailler. Oui, les comportements masculins qui sont à décrier, non seulement il faut qu'ils soient à décrier, mais il faut qu'ils soient pénalisés. Et ça, actuellement, il y a un laxisme assez grand sur, tu sais, tu violes quelqu'un, puis tu t'enterres pour 2 ans, 3 ans, ou encore tu t'enterres au complet. Au complet, ben oui, ben okay? On a vu... ben là, c'est ça, tout c'est... Je m'excuse. Je tousse, c'est parce que je m'emporte un peu trop. Ouais, je maintiens que c'est pas COVID. Oui, je sais que tu avais passé des tests cette semaine. Exact. On le sait. Mais, bon, alors, ça a bien fait, j'ai perdu mon idée. Mais, indépendamment de ça, la condition des femmes, il faut que socialement, on ait des propositions pour une amélioration. Il faut que ça s'arrête. Il faut exactement, il faut qu'il y ait, et fort probablement que oui, ça va originer de changements dans la culture que nous avons.
Oui, il faut que les hommes s'impliquent plus dans la maison, au niveau de la charge mentale, au niveau de plein d'affaires. Là. Tu sais, je veux dire, on n'est plus une génération où on passe la balieuse une fois dans la semaine, puis là, on crie « j'ai passé la balieuse », comme si, écoute, là, quand les femmes en ont fait 50 000 fois plus. Là. Hey, t'es-tu en train de m'accuser, toi? Je t'accuse pas. OK. Mais moi on a changé beaucoup ça, moi, chez nous, dans mon couple. Mais c'est pas évident parce que, de manière systémique, des fois, on a des mauvaises habitudes qui datent de génération en génération parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Mais là, maintenant, c'est le temps que ça change. Écoute, t'as ouvert un peu la porte sur la famille royale. Parce que là, on a vu des révélations cette semaine. Moi, j'aimerais dire que des gens archi-riches, privilégiés par la vie, qui sont responsables du plus grand empire colonial de l'histoire de l'humanité, vous ne me faites pas pitié et j'en ai rien à torcher de vos scandales. Et voilà, je passe à un autre... à moins que tu voulais rajouter quelque chose, mais pour non, vrai, là, juste, ça me pue au nez, cette juste histoire. Juste rappeler que il y a du spectacle dans tout, hein? Et il y en a eu aussi là-dedans. Oui, on a fait des dénonciations. On sait c'est qui a fait dans quelle émission. Ça prend une cote d'écoute. Et puis, oui, on s'est organisé pour l'avoir. Je dis pas que ce qu'elle a dit n'est pas vrai, là. OK? Et ce qu'ils ont dit. On donne beaucoup trop d'importance exactement. à cette histoire et minable. actuellement, en Grande-Bretagne, on dirait qu'il n'y a que cela. La COVID a été mise de côté. C'est cette histoire-là. Et la reine qui répond hier par communiqué en disant, écoutez, très préoccupant, la question de racisme. Très préoccupant. Nous allons régler ça en privé. Ils ne font pas pitié. Puis je le crois, en fait, là, qu'il y a des problèmes de racisme. Mais si moi, c'était le plus grand empire colonial, ils sont responsables du colonialisme puis de beaucoup de ce qu'on appelle, qui est systémique aujourd'hui à travers l'humanité. Ils ne me feront pas pleurer, surtout avec tout l'argent qu'ils ont engrangé depuis. Bon. Et tout ce que ça nous coûte, même comme Canadiens. Écoute, c'est dégueulasse. Hey, je ne sais pas si tu as vu ça en Russie. On a commencé à jouer avec les médias sociaux, donc à mettre de la pression sur les réseaux sociaux. Ce matin, on a ralenti Twitter pour peut être capable d'avoir un accès plus difficile aux vidéos, aux photos, parce qu'on dit qu'ils ne respectent pas la loi. On sait que depuis le retour de Navalny en Russie, on a sommé, entre autres, les Facebook, les Google de ce monde, de faire attention avec le contenu, parce qu'il est bon. Est-ce qu'on arrive à un nouvel état médiatique en Russie qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait lors de l'ancien empire soviétique? Parce que ça reste une dictature cachée, là, la Russie, on va se le dire. Hein? Mais je pense qu'on est dans un mouvement international où est-ce que... C'est vrai que la liberté de l'expression, ça existe. OK? Mais ta liberté l'expression, elle s'arrête lorsque tu nuis à celle de l'autre. OK? Bon, c'est un principe qui est difficilement applicable, là, tu me diras, mais il reste que c'est ça. Et les médias sociaux, on le dit, là, puis on le dit souvent, tu peux pas dire n'importe quoi à n'importe qui, puis n'importe comment. Il faut qu'il y ait des choses qui se disent et qui sont vraies. Il faut réguler les médias sociaux. Oui, il faut. Il faut que ce soit des gouvernements autoritaires qui fassent ça. Je suis pas non, certain. ben là, peut-être pas, mais là, il faut qu'ici au Québec, il faut qu'ici... je vois ce qu'ils font en Australie, puis je le dis chapeau, là. Ben ça, il faut qu'il y ait à l'intérieur du monde, effectivement, et des sociétés, il faut qu'il y ait plus qu'une réflexion là-dessus. Il faut qu'il y ait des questions de balises qu'il faut qu'ils se fassent. Il y a des vies qui se font briser par des commentaires mis sur des réseaux sociaux qui ne sont même pas vrais, qui frisent, non pas la médisance et la calomnie, mais qui frisent la destruction réelle de quelqu'un parce que... et qui est basée sur rien. Alors ça, là, il faut faire, je pense, attention, et il faut qu'on amène. Puis moi, ce que tu m'amènes pour la question en Union soviétique, c'est sûr que la société russe a un passé dictateur. Mais à date, ils ont beaucoup de liberté là, avec Internet est très libre. Là. Mais là, on sent qu'on commence à prendre des tendances, surtout depuis que Navalny est revenu, là, des tendances un peu comme le font la Chine ou des régimes plus autoritaires. Bien là, puis aux États-Unis, ça a commencé. Là, ils en ont enlevé un.
qu'il peut plus ça. Qu'il peut plus se servir de son compte Twitter. Ouais. Puis ça, ça s'autorégule, ça, ou quoi? Je sais pas, mais restons aux États-Unis pour mon dernier sujet de la journée. Début du procès de Derek Chauvin. Derek Chauvin, si vous ne savez pas c'est qui, c'est celui qui a tué George Floyd en s'assoyant avec son genou sur sa gorge pendant qu'il disait « Je peux pas respirer » pendant 8 minutes avant de mourir. Est-ce que ça va régler des choses ou enflammer des choses? Ou les deux? Ou les deux. Ça va avoir une conséquence. Bien, ça va dépendre s'il va... Puis premièrement, s'il va y avoir un procès, là. Bien, il y a un procès, là. Mais est-ce qu'il va être coupable? Hier, il a été mis... à la première journée, on l'a arrêté parce que, bon, la Couronne a maintenant un troisième chef d'accusation. Elle veut mettre un chef d'accusation au 3e degré. Donc, 1, 2, 3. Il est coupable sur 1, 2, 3? Peut-être que le jury va dire qu'il est coupable sur le 2, il est coupable sur le 3 ou il est coupable sur le 1. Mais indépendamment, il n'est peut-être pas coupable aussi. Ils vont peut-être le déclarer non coupable. Tu comprends que tout va... les arguments s'il est prouvé non coupable. C'est ça, mais là, tout va reposer effectivement sur... Parce qu'il n'y a jamais un policier qui a été condamné, puis il y en a eu beaucoup qui sont mais tu sais que ce qui est permis aux États-Unis, un policier peut tirer sur quelqu'un. Ouais. C'est dans la loi. Tu peux tirer sur quelqu'un. Tu peux être en pleine... regarde les émissions américaines où est-ce que tu as du policier. Hein? Ça se tire partout, Hériboire. Mais ça, c'est permis. OK? Alors, comme c'est permis, là, lui, là, il n'a pas tué quelqu'un avec une arme, mais il l'a tué avec son genou. Est-ce qu'il a... Théoriquement, il aurait le droit de le tuer. Alors, on en est où? Parce qu'il est accusé, là, George Floyd, là. Ben oui, mais on va faire ce qu'il y en a, là. Tu comprends? Je veux dire, la loi américaine, ben, on en parlait tout à l'heure, là, la justice, c'est la justice. Hein? La justice, c'est pas la loi. C'est pas nécessairement l'interprétation que la légalité, c'est pas la justice. C'est OK? Ça que je veux dire. Bon. Alors, c'est ça. Oui, il va y avoir fort probablement de graves conséquences à ce qui va amener. Ça permet de faire en sorte qu'il y ait les mouvements que l'on a aussi là, actuellement, qui publiquement s'adressent et puis sont montés. Alors, remarque que nous, ici, on a eu ce genre de phénomène-là. Là, ça a été le temps d'acquitter une des personnes qui était accusée de viol. Là, en tout cas. Merci, Jules. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. À une prochaine. C'est le fun, c'est le fun. Je me sens toujours plus brillant, j'ose avec toi. Ah non. Sauf quand t'es pas d'accord avec moi. Non. Hey, merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!